On va partir, mais avec nos femmes chamanes, ça va beaucoup mieux, hein. On est retombé en lune de miel. Elles ont compris que nous n'étions pas là pour les piller, hein, pas du tout, mais pour les étudier. D'ailleurs, tout le monde l'avait compris. Et j'ai une bague là que je vais vous montrer. Au moment de partir, les femmes chamanes m'ont offert une bague en or où il y a deux cœurs mêlés, deux petits cœurs mêlés. Il y en a un cœur, c'est le leur global, et un cœur, c'est le nôtre. Voilà, et j'ai cette bague en or ici. Donc on n'avait absolument pas de ressentiment, ni les uns ni les autres. Et je suis repartie en plus. J'avais eu l'idée de dire à la doyenne qui avait un polatouche sur un meuble, un pauvre polatouche empaillé, plein de mythes et de pucerons, de puces, je ne sais pas quoi, de lui dire qu'il était très beau. Bon, c'est vrai que c'était impressionnant de voir cet écureuil volant. Et au moment de partir, elle me l'a offert. Donc je suis rentrée avec un gros carton comme ça et un écureuil volant. Et je me souviens, quand je suis passée à la douane en France, on m'a demandé ce qu'il y avait dans le carton et j'ai dit un polatouche. Alors on m'a dit quoi? J'ai dit un polatouche. On m'a dit bon, passez. J'étais très contente. Donc je l'ai déposé au musée de l'Homme. Ils l'ont entièrement nettoyé. Et nous avions aussi ramené des costumes. Et ce sont ces costumes que j'ai montrés comme ça au musée de l'Homme. Et le musée de l'Homme m'a donné une grande vitrine pour mes Puyumas. Et voilà ce qu'ils ont fait des costumes que les Puyumas m'avaient offerts quand même. Et on voit ici mon polatouche entièrement dépouillé. On lui avait enlevé tous ses poux. Et un jour que j'étais là, je regardais cette vitrine terminée. Il y a M. Delumlay qui était le directeur du muséum et donc du musée de l'Homme, qui est passé par là et qui regarde la vitrine qu'on était en train d'achever et il dit « Ah, enfin, un animal au musée de l'Homme !» Voilà, donc mon pauvre polatouche, je ne sais pas où il est aujourd'hui, certainement dans des caisses du quai Branly. Enfin bon. Et d'ailleurs avec toute la collection. Mais en même temps, on m'avait donné une deuxième vitrine. D'ailleurs là, on voit beaucoup mieux le polatouche. On m'avait donné une deuxième vitrine où j'avais eu la chance de faire une vitrine avec la collection ramenée par Raleigh Ferrell, un très grand linguiste qui était spécialiste à Taïwan des Paiwan et qui est américain. En fait, il est carteron cherokee. Et donc j'avais, pour l'honorer, et qui était un grand ami de M. Audricourt aussi, mais on l'avait perdu de vue. Puis un jour, il est revenu, et donc il y avait eu une vitrine pour ces objets que j'avais redécouverts dans les fonds du musée de l'Homme. Donc, je suis revenue l'année suivante, en 85, pour 4 mois. Et à la même date où j'étais partie, de façon à faire la jonction. Donc là, j'ai continué, bien sûr, la langue. J'ai continué à récolter ce que je pouvais récolter de textes, bien sûr. Toujours, alors, on a l'impression, enfin, ce n'est pas une impression, hein, qu'on a en même temps des grandes pertes de temps, puisqu'on ne peut pas s'asseoir en face d'un informateur et lui dire raconte. Donc, il faut attendre le moment opportun. Comme en Chine, c'est le moment opportun. Donc ça nous demande un peu de temps, mais parallèlement à cela, je pouvais travailler dans ma chambre pour mettre au net tout ce qu'on faisait pendant la journée, tout ce qu'on récoltait. Donc, oui, je n'ai pas dit pour la langue, non seulement nous avions Ogawa et Asai, bon, il n'y a pas beaucoup de pages, mais les quelques pages qu'ils ont laissées sont importantes, et un autre japonais qui est Suenari, qui avait fait une espèce de lexique, mais sur Katipoul. Donc il y avait quand même une petite base au départ, et entre autres pour jouer sur la langue, j'empruntais les mots de Katipol quand je parlais. On me dit « Ah non, non, ça c'est Katipol », et puis on me donnait, mais hop, j'avais gagné un mot ou deux. Donc c'est comme ça qu'on travaillait. Donc quand on est revenu, là il y avait eu début juillet un rituel qui s'appelle « Aller à la plage ».
Je reviendrai tout à l'heure là-dessus lorsque nous parlerons du cycle cérémoniel de Mangaïao, parce qu'aller à la plage, oui, elle ne va à la plage que la moitié basse, hein, la moitié haute, elle va honorer les esprits de la montagne, donc c'est pas du tout pareil. Et puis surtout, j'apprends quelque chose de magnifique, de merveilleux pour un ethnologue. On me dit, mais tu sais, les vieux qui se cachaient avant pour raconter leurs textes, leurs légendes, eh bien aujourd'hui, ils se réunissent dans la maison des hommes et ils échangent les différentes versions des mythes et des légendes. Ils se sont réunis et ils ont dit, mais s'ils viennent de si loin, d'où, ça c'est pas important, pour étudier notre culture, c'est que notre culture est intéressante. Donc, il ne faut pas la garder pour soi, mais il faut au contraire essayer. Donc, ensuite, effectivement, essayer de la transmettre aux plus jeunes. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que les plus jeunes sont quand même très taïwanisés. Hein. Ça, on terminera certainement là-dessus. Je ne suis pas très optimiste, pas optimiste du tout d'ailleurs, mais enfin bon. Et donc, pour moi, étudier la langue, c'était incontournable. Hein. C'était lié à la culture. Je n'aurais rien compris, mais rien compris du chamanisme. Des recompositions, en fait, si je n'avais pas compris la langue véhiculaire, et la langue rituelle, bien sûr. Elle m'a apporté énormément. Donc, là, ça, c'est une grande chance. Donc, je suis restée 4 mois à continuer à observer, à noter, à engranger. 86, pareil. 87, et là, je vais commencer à rédiger la thèse quand même. Il faut que je me lance. Une thèse que j'ai soutenue avec M. Condomine Kondo, avec Henri Lavondès, qui est parti, et avec M. Audricourt, bien sûr. Il y a toute une partie linguistique que j'avais commencé à mettre dans cette thèse. Et critique de M. Audricourt, je crois que ça a été à peu près la seule. Pourquoi vous avez créé ce néologisme bamboumancien ? Eh oui, M. Audricourt, mais je ne voyais pas comment faire autrement. Bon, bref, il n'y a pas eu beaucoup. Voilà. Donc, cette thèse a été soutenue en 88, donc je me sens libre à nouveau. Alors, une thèse qui est loin d'être achevée, comme toute thèse, c'est ce que je disais aux étudiants après, je leur disais surtout, laissez vos fenêtres ouvertes en disant je ne parle pas de cela parce que j'en parlerai plus tard, etc. Et c'est magnifiquement ce que j'ai fait dans ma thèse, ce qui m'a permis donc de continuer. Donc 89, je repars. Et là, je repars, et je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, pour Mangaïao. Donc il y a 6 ans de différence. Je repars bien sûr avec mes notes. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on parle du cycle de Mangaïao ou si on fera une prise spéciale. C'est très long. Et donc je continue dans la chronologie, mais j'y vais pour cela. Mangaïao a été très riche et m'a demandé ensuite beaucoup de travail et d'études. Parce que tant qu'on observe, on note, etc. Mais il y a un moment quand même, il faut passer à l'analyse. Et nous, les Occidentaux, on a des outils pour cela. On a un très bel enseignement. On nous enseigne des concepts. Donc, j'aurai les outils pour travailler sur Mangaïao, ce que je vais faire d'ailleurs. Et l'article complet sur le rituel sera publié en 95 dans l'Homme, si j'ai bonne mémoire. Donc, en 89, quand j'arrive pour Mangaïao, entre deux, en 87 et 88, je suis allée au Tibet, mais pour intérêt personnel, parce que ça venait de s'ouvrir et qu'on avait le droit d'y aller sans avoir à côté de nous un Chinois qui nous accompagne sans cesse. Et j'ai encore une fois, pourquoi j'ai fait ça ? Je dis à M. Audricourt, M. Audricourt, je vais aller 2 mois au Tibet. Alors il me regarde comme ça, puis il me dit, vous allez nous ramener quelque chose pour la CESEB, la Société ethno-botanique, ethnozoologique et ethno-botanique. Alors je le regarde, je fais, mais non, M. Audricourt, je connais pas du tout le Tibet, je suis pas tibétologue, je peux rien faire, je panique complètement. Et lui, très placide, me dit, si, je sais que vous pouvez faire quelque chose. Ce que vous voulez, mais pour la CESEB. Et là, le fardeau fut immense. Donc j'ai beaucoup cherché en botanique, je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Donc j'ai travaillé en fait sur la fabrication des laitages. Et j'ai fait mon exposé à la CESEB
avec des photos, des dessins qui avaient été faits par un voisin qui dessinait bien, lorsque je n'avais pas la photo ou que la photo n'était pas bonne. Et parce que je n'avais pas la chance d'avoir le numérique, donc il fallait attendre le développement pour savoir si la photo était bonne. Et j'ai fait l'exposé. Et là, il y avait Bernot, Lucien Bernot, Monsieur Bernot. Il y avait bien sûr Monsieur Audricourt. Et en sortant, ah, ils étaient contents. Monsieur Audricourt me dit, ah, ça c'est bien. Tibétologues, ils travailleront jamais là-dessus. C'était un homme absolument délicieux. C'était sans conséquence, franchement. C'était très anecdotique dans ma vie. Mais bref, j'avais fait plaisir à M. Audricourt. Il m'avait d'ailleurs invité, lorsqu'il était devenu libre penseur, à une de ses réunions. J'ai trouvé ça très, très sympathique de m'inviter. Donc, en fait, je suis en France en 90. Alors, avant, en 89 et 90, je retourne, bien sûr. Je ne peux pas dire quelle date c'est exactement, parce que ça, j'ai un peu perdu. Mais un soir, une fois de plus, dans la cour de Tomamata Oshetiang, cette cour bénie, et il avait invité, il y avait Araitai, une vieille dame que j'aime beaucoup, qui, dans le site que Gérard a fait, réalisé sur Internet, c'est elle qui chante les chants de retour de Chasse aux têtes. Elle avait une voix, elle chantait magnifiquement bien. Il y avait Sunton qui était en duo avec elle. Et il y avait Shiawan, une chamane que j'aime beaucoup. Il devait y avoir Abukul, etc. Et j'avais posé sur mes chamanes, mais ça, je pense qu'on en reparlera plus tard parce que je veux développer pourquoi j'ai fait ce travail d'une société de chasseurs, une société chamaniste de chasseurs et une société d'agriculteurs, femmes chamanes. Mais j'avais participé, quand on termine Pualasakan, ce grand rituel qui a été entièrement filmé, à Pualasakan, à la fin de Pualasakan, les 8-10 jours de rituel, chaque chaman, dans son sanctuaire, fait ce qu'ils appellent Yaulas. Auras, ça veut dire être, I c'est le locatif, Auras, le monde des esprits ancêtres. Donc des esprits chamans, puisqu'on est élu par un esprit chaman, un ancêtre. Et chacune le fait, et elle le fait quand elle le veut. Elle n'est pas obligée de le faire pile poil à la fin, elle le fait quand elle le veut. Donc j'ai participé à tous ceux que je pouvais participer. Et comme je comprenais quand même un peu la langue rituelle, chacune fait son voyage personnel. Bon, les appels d'esprit sont toujours à peu près les mêmes. Le corps change, comme dans un rituel, le corps de l'invocation change, puisqu'il est adapté au problème. Mais à la fin, toutes avaient le même chant fixe. Moi, Udokao, je m'en vais, donc elle était venue, je repars, je vais franchir un pont, je vais marcher le long de la plage mouillée, je retourne à Takilis pour retrouver mon fils préféré, Tuban. Une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Donc je commence à questionner, mais qui est Udokao ? Qui est Udokao ? Personne ne pouvait me répondre. Oh, c'est un juge qui vient à la fin. Elle ne jugeait rien, le chant était fixe, elle ne jugeait rien. Et ce soir-là, alors, c'est toujours la veille du départ, je partais le lendemain, 89 ou 90, je pense que c'est plutôt 89, qu'importe. Je pose la question une ultime fois, en me jetant à l'eau, en disant, mais à propos, Udokao, mais c'est qui ? Je ne la retrouve pas dans mes généalogies. J'ai regroupé toutes mes généalogies, je ne la retrouve pas. Et il y a Shiawan et Araitai. Shiawan est chaman, mais Araitai ne l'est pas. Et elle me dit, ah, mais c'est une très, très, très vieille chamane qu'on n'a jamais vue. J'avais posé cette hypothèse que Udokao était une vieille chamane, parce que pour mes chamanes d'aujourd'hui, le premier chaman était un nommé Samkwan, alors déjà le nom, plutôt chinois qu'autre chose. Udokao, en revanche, très Puyuma. Et c'est lui l'initiateur, effectivement, je vais en parler tout à l'heure. Et alors là, quand elles m'ont dit, c'était mon postulat, il y a eu un chamanisme précédent qui a disparu au moment de Samkwan. Et Samkwan, moi je l'ai repéré dans les généalogies, il avait 25 ans quand les Japonaises sont arrivées. Oh, j'ai sauté de ma chaise. Et j'ai dansé, j'ai chanté dans la cour. Et alors, ils riaient aussi. 10 ans après, ils me disaient, tu te rappelles d'Oulien,
Le jour où on t'a dit Udokao, tu chantais, tu dansais dans la cour. Et là, c'est la première fois que j'ai pu écrire un article de fond, ce que j'estime être un article. Là, il fallait que je passe à l'analyse. Et donc, c'est le premier papier publié dans Archipel en 91. Et ça, j'étais très content. Mais je reparlerai de Udokao et de Sam Kwan tout à l'heure parce qu'ils jouent les rôles clés dans ce que j'ai publié. Donc en 91, je publie cet article dans Archipel. Et en même temps, bien évidemment, je sors ma première grammaire qui est publiée. Alors là, j'ai eu beaucoup aussi, mais je veux en parler parce que c'est dans le BKI à Leiden. Et en fait, je rédige cette grammaire, je la rédige, et je me dis, mais il faut qu'elle soit relue. Il faut qu'elle soit relue par quelqu'un de compétent. Donc, je vais frapper à la porte de M. Audricourt, que je connaissais, mais bon, pas après. C'est ça, en fait, qui va faire qu'on va devenir beaucoup plus en relation. Voilà. Alors, je frappe chez lui, rue d'Assas, il vient, il ouvre la porte, il ne me fait pas rentrer. Je lui dis, Monsieur Audricourt, accepteriez-vous de lire ce travail? Alors il le regarde, puis il me dit, oui, revenez dans 48 heures. Donc 48 heures après, j'arrive, fébrile, et là il ouvre sa porte très grande, ce qui est bon signe. Donc il ouvre sa porte, et bon, il me fait 5 critiques, qui étaient tout à fait valides, parce qu'en fait, j'avais fait 5 impasses. Et lui, bien sûr, grand linguiste, il avait immédiatement repéré les 5 impasses. Donc là, ça ne pouvait plus être des impasses, il fallait que j'aille chercher. Donc voilà, et une fois que ça a été fait, je l'ai envoyé au BKI, à l'aide. Et en plus, c'est ce qui m'a fait connaître Sander Adelaar, qui maintenant est basé à Canberra, parce qu'il a été un de mes lecteurs, et il a découvert, on lui a donné en lecture ce travail, et normalement, il n'a pas le droit de se révéler. Il n'a pas le droit de dire qui il est, et lui ne sait pas qui je suis. Mais apparemment, il a demandé qui j'étais, et il m'a écrit une lettre personnelle que j'ai gardée pour me féliciter du travail. Et c'est vrai que c'était la première grammaire. Maintenant, il y a Stacey Tung qui fait un travail bien plus complet, les linguistes. Moi, je ne suis pas linguiste, hein. Je ne le revendique pas. Je peux même ajouter que je n'aimais pas beaucoup la linguistique à la fac. Si je pouvais chanter des cours, je chantais. Bon, alors, il ne faut pas que je dise trop fort, mais bon. Et parallèlement au BKI, eh bien, j'ai le dictionnaire qui a été publié aussi à l'EFEO. Ce dictionnaire, c'était simplement le fruit de tout ce que j'avais absolument collecté. Donc j'avais collecté et pareil, tout à fait pareil. Une fois qu'il a été... Bon, je pense que ça aurait dû être lexique en fait. Parce qu'il n'y a pas d'exemple vraiment. Je décline les focus, certes, mais il n'y a pas quand même d'exemple. Donc je vais à l'EFEO et je présente. Alors on me dit, oui, très bien, on veut bien vous publier ce travail, mais il nous faut, une fois de plus, l'aval de quelqu'un qui s'y connaît. Alors, culotté, je retourne, mais je connaissais déjà mieux M. Audricourt. Je retourne voir M. Audricourt, et M. Audricourt va me faire quelques lignes que j'ai gardées. J'ai gardé son manuscrit parce qu'il le faisait à la main. Ça, c'est bizarre. Ah oui, c'était une lettre. Ah oui, ils ne l'ont pas publié. Tiens, je le découvre aujourd'hui. J'ai la lettre de M. Audricourt. Et donc là, ils ont publié. Bon, ça, en revanche, n'a pas été, d'après le LFEO, ça n'a pas fait un grand succès. Hein. Mais c'était aussi plutôt lexique. Mais enfin bon, j'ai fait ça. Et pendant... en 91, alors j'avais quitté le CACSPI, dont j'ai parlé de Jacques Lemoine. Je l'avais quitté tout simplement parce que Jacques Lemoine était un petit peu fantasque. Et donc c'est le moment, alors je veux dire 88, 89, où je veux vraiment faire autre chose. Je veux vraiment là commencer à travailler, à analyser, travailler en groupe, travailler en équipe. Et donc je vais partir au LACEMA, Laboratoire d'Asie du Sud-Est et du monde austronésien. On pourra d'ailleurs parler des Austronésiens rapidement.